Tour de table, Erika Walter, RCF Charente. Et un tour de table spécial aujourd'hui. Nous entamons en effet une série de 3 émissions spéciales consacrées aux élections législatives. Le premier tour du scrutin a lieu dimanche prochain, le deuxième le dimanche suivant, le 19 juin. Nous avons souhaité cette fois encore donner la parole à l'ensemble des candidats aux élections législatives dans chacune des 3 circonscriptions. Une occasion de pouvoir approcher qui ils sont, le sens de leur candidature pour ces élections législatives et leurs priorités avec un regard local et un autre plus large également. Ces émissions, elles sont réalisées en partenariat avec l'A16 et Télé 16 et diffusées donc en direct et en images aussi sur ces web télé. Aujourd'hui donc place à la première circonscription, demain mercredi la deuxième et enfin jeudi la 3e circonscription. Alors un mot sur cette première circonscription, elle s'étend sur les communes, on va les citer, d'Angoulême, Balzac, Boué, Champniers, Dirac, Fléac, Gara, Gon-Pontouvre, l'île d'Épagnac, La Couronne, Magnac-sur-Touve, Mornac, Nersac, Puy-Moyen, Roulet-Saint-Estèphe, Rueil-sur-Touve, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Veuille et Giget et Vouzan. Elle comprend plus de 120 000 habitants. Et cette année, ils sont 8 candidats à se présenter devant les électeurs les 12 et 19 juin. Ils sont avec nous, ces candidats. Donc Anna Martinez pour le Rassemblement national, Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière, Dominique Delorgeril pour Reconquête, Thomas Mesnier pour Ensemble, la majorité présidentielle, Corinne Berthelot pour Écologie au centre, René Pilato, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Alice Clergeau pour l'UDI, les Républicains, les centristes et Jean-François Doré, Divers Gauche. Bonjour à tous et merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors au cours de cette émission, vous aurez donc l'occasion de les entendre s'exprimer chacun, de mieux cerner leur approche. Cette émission, elle s'organise en 4 parties. Une présentation de chaque candidat, une approche du rôle de député entre législateurs et élus de proximité, un regard partagé sur une approche concernant des thématiques locales, et puis une autre sur des thématiques nationales. Et nous avons retenu pour l'ordre de prise de parole des candidats celui du tirage au sort de la préfecture pour les emplacements réservés à l'affichage électoral. Tour de table, Erika Walter. Et nous entamons donc cette émission avec une présentation tout simplement de chaque candidat. Alors certains d'entre eux sont déjà bien connus, sont élus ou ont déjà été candidats lors d'autres élections ou scrutins. D'autres sont peut-être moins connus. Vous allez donc chacun à votre tour, les 8 candidats que vous êtes, pouvoir donner quelques repères pour que les électeurs puissent vous situer. Et donc nous allons commencer par Anna Martinez pour le Rassemblement national. Oui, bonjour. Voilà, je suis donc Anna Martinez, j'ai 68 ans. Je suis à Angoulême depuis 1979, d'où j'ai occupé plusieurs emplois, notamment le dernier emploi en tant que commerçante durant 24 ans et à la retraite actuellement. Voilà. Et donc, je suis là pour, comment dirais-je, défendre les Français et les Angoumoisins également. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, place maintenant donc à Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière, donc sur cette présentation rapide, mais vous avez quand même 1 minute, entre guillemets, pour pouvoir exprimer ce que vous souhaitez. Donc oui, moi je suis Olivier Nicolas, j'ai 40 ans, je suis informaticien à Naval Group à Rueil-sur-Touve. Alors j'habite à Angoulême, dans le quartier de ma campagne, et je suis militant à Lutte ouvrière, c'est-à-dire un militant communiste révolutionnaire depuis maintenant plusieurs années. Alors, je milite quotidiennement, élection, pas élection, y compris je milite syndicalement. Alors, je suis candidat pour Lutte ouvrière dans la première circonscription de Charente, au nom du camp des travailleurs, c'est-à-dire de tous ceux, ouvriers, techniciens, ingénieurs, routiers, femmes de ménage, enseignants, aides-soignantes, infirmières, donc tous ceux qui, quotidiennement, font tourner la société. Et Lutte ouvrière, d'ailleurs, présente des candidats dans toutes les circonscriptions, partout en France, pour affirmer que les travailleurs font tourner toute la société et donc ils doivent la diriger. Merci à vous, Olivier Nicolas. Donc pour Lutte ouvrière, la parole est maintenant à Dominique Delorgeril pour Reconquête. Oui, bonjour. Donc je suis Dominique Delorgeril, 60 ans. J'ai des origines dans le monde rural, puisque mon père était vigneron et éleveur ici à Gara, en Charente. Moi-même, donc, j'ai pris un parcours un peu particulier dans un engagement militaire comme pilote d'hélicoptère de combat. J'ai été confronté à des situations parfois extrêmement lourdes et difficiles, en particulier pendant la guerre du Kosovo. Et c'est globalement le déclic qui m'a donné ce devoir, cette implication, cette volonté de me mettre au service des Français.
et de poursuivre cet engagement voilà, pour le bien commun. Effectivement, j'en parlerai un petit peu après, mais mon engagement suite à cette guerre du Kosovo me fait être extrêmement préoccupé par la période qui vient. Et donc pour moi, c'était quelque chose d'impératif que d'appeler à la raison. Merci à vous, Dominique Delorgeril, donc pour Reconquête. Maintenant, Thomas Mesnier, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Bonjour à tous, donc Thomas Mesnier, j'ai 36 ans, je suis marié, papa d'une petite fille de 6 ans. Je suis né à Barbezieux, j'ai grandi à Juignac-Montmoreau avant de faire mon lycée à Angoulême et de partir faire mes études de médecine à Poitiers et de m'installer une fois les études terminées à l'hôpital d'Angoulême comme médecin urgentiste. J'ai l'honneur d'être votre député depuis 2017 dans le cadre de la majorité présidentielle, derrière le président de la République Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Je suis membre d'Ensemble Majorité Présidentielle et du parti Horizon dont je suis porte-parole nationale et je suis conseiller départemental depuis 2021 dans le département de la Charente. Et ces dernières années, dans le cadre de mes mandats, je me suis beaucoup engagé sur les questions de santé, en étant notamment rapporteur de la loi santé du quinquennat et en étant rapporteur général du budget de la sécurité sociale durant ces 2 années de pandémie Covid. Merci beaucoup à vous, Thomas Mesnier. Donc, pour Ensemble Majorité Présidentielle, nous poursuivons donc ce tour des candidats dans leur présentation, maintenant avec Corinne Berthelot pour Écologie au Centre. Bonjour, alors j'ai 57 ans, je suis maman de 3 enfants. On va dire que j'ai déjà eu plusieurs vies et j'ai jamais eu peur de lâcher une vie qui me convenait plus. Je suis riche, je suis aussi grand-mère et je suis riche d'expériences sur le terrain en fait. J'ai envie surtout de. Je vais en tant que maman et grand-mère. J'ai beaucoup d'amour à envoyer pour chacun de nous, chacun des humains sur Terre, parce que je vais jusqu'à cette dimension-là. Et bon, j'ai été à Alternativa, j'ai été à BC, j'ai été militante. J'ai été parcourir les conférences de LV à l'époque, et puis aussi de Mélenchon à Marseille. J'ai été contre les pétroliers après la COP21. Et voilà, je suis là pour défendre les femmes et les pauvres. Parce que les assistés sont 7 millions d'invisibles. Merci beaucoup à vous, Corinne Berthelot, donc pour Écologie au Centre. Place à René Pilato, donc pour la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Bonjour, René Pilato, donc 59 ans, papa de 2 grands enfants. J'ai commencé par 10 ans d'industrie dans un laboratoire d'études et recherches concernant l'aéronautique, le spatial et le militaire. Ensuite, j'ai enseigné 10 ans dans le supérieur en BTS électronique. Et enfin, je suis depuis 20 ans professeur de mathématiques. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 40 ans derrière moi. Politiquement, je suis engagé à la France Insoumise depuis 2017. Ma fille me disant « tu te plains tout le temps, qu'est-ce que tu fais ?» Donc l'engagement est venu de là. Et cet engagement, c'était envie de faire de la politique autrement, un petit peu écœuré de l'abstention, de la même politique, quelles que soient les personnes qui arrivaient au pouvoir. Et donc, ce travail pour faire partager l'avenir en commun infuse tout doucement auprès des Charentais, puisque aux élections municipales, on a fait 8% sur Angoulême, aux élections départementales, on fait 14%, et à la présidentielle, on fait 32%. Merci à vous, René Pilato. Donc, Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il nous reste 2 candidats encore pour leur présentation. Maintenant, avec Alice Clergeau pour l'UDI, les Républicains, les Centristes. Bonjour, donc je m'appelle Alice Clergeau, j'ai 23 ans. J'ai grandi à Angoulême, j'ai passé mon baccalauréat à Guest-de-Balzac il y a quelques années maintenant. Je suis partie faire mes études à Paris et aujourd'hui je suis doctorante en droit et en finances locales. J'ai toujours été très impliquée dans l'engagement et l'engagement politique. J'ai été responsable d'un syndicat étudiant à la fac qui s'appelle l'UNI. J'ai été scout, donc le sens de l'engagement et du service me parle vraiment. Et aujourd'hui, le sens de ma candidature, c'est de montrer qu'avec mon suppléant, qui a 23 ans, qui s'appelle Jean, on est une nouvelle génération, une génération qui porte de l'espoir, du peps, de l'audace.
On est là pour bouger un peu les lignes et surtout redonner beaucoup d'espérance. Je pense que le monde politique a beaucoup déçu. Donc voilà, on est là pour tout donner et donner vraiment un vent de souffle, de l'oxygène, de l'espérance, de la joie. Et je pense que tout cumulé, on peut faire quelque chose de très chouette et montrer que notre génération a quelque chose à donner pour tout le monde. Merci à vous, Alice Clergeau, donc pour l'UDI, les Républicains, les Centristes. Et dernier candidat à avoir le temps de se présenter, c'est Jean-François Doré, donc d'Hiver Gauche. Alors moi, je suis Jean-François Doré, je suis né à Barbezieux. C'est le seul point commun que j'ai avec Thomas Mesnier. Ensuite, j'ai eu toute mon enfance à Saint-Yrieix, de parents instituteurs, tous les deux, républicains, laïcs, qui m'ont enseigné beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant 30 ans dans une banque locale. Et puis, je me suis occupé dans cette banque de particuliers, de financement de particuliers, d'entreprises, des grandes, les petites, les moyennes. Ce qui m'a appris beaucoup de choses sur la désorganisation de notre société et sur ses dangers. Et ce qui m'a orienté vers mon premier mandat en 2008, mandat de maire, que j'ai toujours. Et j'ai toujours mené sur ce territoire des projets de gauche qui défendent la population. Je suis un élu local, ancré sur son territoire, de proximité, qu'il ce soit des engagements économiques, sociaux, culturels. Toute ma vocation politique a été orientée vers mes concitoyens. Merci à vous, Jean-François Doré, donc d'Hiver Gauche. Merci à vous, 8, donc d'avoir joué le jeu de cette présentation rapide qui permet aux électeurs de vous situer. Tour de table, RCF Charente. Alors, suite de cette émission donc consacrée à cette première circonscription de Charente, avec chacun des 8 candidats qui est maintenant invité à expliquer en fait sa vision du rôle du député entre élus de proximité et législateurs. Comment chacun vous abordez effectivement cette vision, ce regard que vous avez sur ce rôle du député. Et on commence donc à nouveau par Anna Martinez, donc pour le Rassemblement national. Le député est là pour promulguer et voter des lois, bien entendu. Comme je suis une femme de décision, je n'hésiterai pas à rentrer dans le lard, comme on dit familièrement, pour pouvoir faire en sorte à ce que les lois que nous promulguerons, bien sûr, et seront donc votées. Voilà, donc au niveau national, ceci. Au niveau départemental, si vous voulez, au niveau départemental, il faut aller au-devant des citoyens, bien sûr, et voir leurs envies, ce qu'ils ont envie que l'on traite. Voilà. Et puis donc, faire en sorte à ce que tout se mette en route rapidement, très rapidement, au sujet des lois. Voilà. Donc sur cet équilibre, on va dire, entre les deux, effectivement, cette vision nationale, ces lois, et puis ce rapport direct avec la circonscription, avec la Charente, comment vous préciseriez peut-être encore cette approche-là pour vous et ce rôle du député ? Aller devant eux, aller devant, discuter, engager des conversations et puis voir exactement ce dont ils ont besoin. Merci à vous, Anna Martinez, donc pour le Rassemblement national. Olivier Nicolas, donc même question, effectivement, cette approche du rôle du député pour vous. Donc, je rappelle que vous représentez Lutte ouvrière. Alors quand même, en préambule à la question, je voudrais quand même noter que lors de la précédente mandature, l'opposition à Macron et au gouvernement, elle n'est pas venue de l'Assemblée nationale, elle est venue de la rue. Elle est venue de la rue notamment au travers du mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était fin 2018, début 2019, pendant plusieurs mois. Au passage, c'est quand même un mouvement qui a permis de gagner sur un certain nombre de sujets. Déjà, sur l'augmentation des taxes sur l'essence, même si depuis, on voit quand même que le prix de l'essence augmente. Et aussi la CSG pour les retraités. Et cette opposition à ce gouvernement, elle est aussi venue des mobilisations, notamment contre la réforme des retraites. Et là, encore une fois, c'est une mobilisation qui a gagné, parce que cette réforme, elle n'est pas passée. Et ça, moi, je pense que ça ne peut pas être autrement. Parce que le vrai pouvoir dans cette société, en fait, il n'appartient pas au Parlement, il n'appartient pas à l'Assemblée nationale, ni même au gouvernement, ni même au président. Le vrai pouvoir, il appartient aux capitalistes. C'est la classe capitaliste qui décide ce qu'on produit, où on le produit, dans quelles conditions on le produit, qui on embauche, qui on débauche surtout, à quel prix on vend aussi.
Donc je vais citer qu'un exemple qui est quand même très très récent, c'est l'entreprise Cristalline qui vient d'annoncer augmenter les prix de bouteilles d'eau de 10%. Alors ça paraît pas grand-chose, mais 10% sur les bouteilles d'eau, c'est une décision qui va impacter des millions de gens. Entreprise Cristalline, alors moi j'ai pas les chiffres de l'entreprise Cristalline, hein, mais là avec le confinement et toutes les bouteilles d'eau qui ont été vendues, ça doit quand même être une petite fortune. Donc, et idem pour les prix du gaz et de l'électricité. Alors c'est des prix pourtant dits régulés. Ah. Mais régulés, ces prix augmentent régulièrement, ainsi que quand même les bénéfices des grands groupes qui vont avec, c'est-à-dire Total, Engie, ces grands groupes qui ont mis la main sur les ressources énergétiques. Alors je pourrais citer comme ça d'autres exemples illustrant quand même l'emprise, la mainmise qu'a la classe capitaliste sur toute la société. Mais j'en viens quand même à la question. Très rapidement, je pense. Je pense qu'en tant que député, même en tant que candidat, voire simplement militant, on a le choix. Ce système capitaliste, soit on le gère tel qu'il est, injuste, basé sur l'exploitation, soit on le combat. Alors moi, j'ai choisi de le combattre, car c'est un système qui permet à une minorité de s'enrichir à milliards, pendant qu'une part de plus en plus importante de la population s'enfonce dans la misère. Donc ce système, il mérite que d'être combattu. Merci à vous, Olivier et Nicolas, d'avoir quand même répondu à la question donc, pour Lutte ouvrière. Et nous passons maintenant la parole à Dominique Delorgeril donc, pour Reconquête. Voilà, alors bien sûr, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, je pense que c'est quand même quelque chose qui attache notre engagement, et le Parlement est justement là pour représenter la voix du peuple. Alors on ne peut bien sûr que s'appuyer sur la Constitution qui donne 3 rôles dans l'article 24 de la Constitution aux parlementaires. Bien sûr, élaborer et voter les lois, on en parle tous, mais aussi contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. C'est, je pense, là-dessus qu'il faut aussi insister pour que les députés, une fois élus, soient bien les représentants de l'ensemble de leurs concitoyens et non pas seulement de leur parti. En tout cas, c'est l'engagement que je prends et que j'ai pris de représenter l'ensemble et pas seulement ceux de son parti, de manière à ce que au Parlement, ce ne soit pas le Parlement des partis politiques, mais bien les représentants du peuple dans son ensemble. Et voilà, donc je pense que c'est un élément extrêmement essentiel. Alors bien sûr, pour au niveau national, donc voter les lois, l'aspect juridique des choses, le contrôle du gouvernement, je viens d'écrire aux parlementaires pour appeler à ce qu'ils puissent se positionner, en particulier sur les grandes questions et sur l'implication de la France dans le conflit en Ukraine, évaluer les politiques publiques. J'espère que ça pourra être fait par des commissions d'enquête sur la privation de libertés fondamentales et un certain nombre d'engagements qui ont été faits de manière directe et sans passer par le gouvernement, par le précédent gouvernement. Donc ce régime des petits soldats des partis me paraît être contraire à l'esprit de notre Constitution, et c'est cet engagement-là que je veux essayer de porter. Je me suis moi-même engagé 3 fois donc, dans cette logique d'être proche des électeurs et des besoins de l'ensemble de la population. Donc c'est bien cet engagement-là que je prends vis-à-vis des Charentais et Charentaises qui me font confiance. Merci à vous, Dominique Delorgeril. Donc pour Reconquête, donc toujours sur cette approche effectivement du rôle du député, Thomas Mesnier, vous qui êtes justement député sortant pour cette première circonscription, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Je vais répondre directement à la question parce que je pense que faut répondre à la question est important dans cette émission et de façon générale dans le respect des contre-pouvoirs et de la presse. Et sans rappeler la Constitution, ça vient d'être fait. Je rappellerai juste que c'est pas le Parlement qui promulgue les lois, c'est le président de la République selon la Constitution. Les députés sont là pour faire la loi, la voter. Alors, soit ils sont là pour faire la loi dans un contexte de présentation de projet de loi par le gouvernement, pour l'amender, le corriger, l'améliorer, soit ils sont là pour proposer des lois. Moi, dans les 2 cas, j'ai été rapporteur de textes de loi importants sur la santé, sur le budget de la sécurité sociale pendant les 2 ans de pandémie, je vous le disais tout à l'heure. Puis j'ai aussi proposé 2 propositions de loi, une organique, une classiques qui ont été toutes les 2 adoptées pour réformer le cadre dans lequel chaque année le Parlement étudie le budget de la sécurité sociale. Alors, on fait la loi,
On contrôle l'action du gouvernement. Jusqu'à présent, comme M. Pilato le disait, quand je me suis engagé en 2017, c'était aussi pour faire de la politique autrement. Et avant ça, les députés, souvent, ils étaient très contents de voter la loi. Rarement, ils s'assuraient qu'elle était bien appliquée. Donc nous, depuis 5 ans, on a mis en place le printemps de l'évaluation sur les questions du budget de l'État, sur les questions du budget de la sécurité sociale, pour s'assurer que ce qui est voté est véritablement appliqué. Ça permet parfois d'obtenir des décrets d'application qui, sans le contrôle, ne seraient jamais arrivés. Et parfois aussi de corriger certaines lois précédemment prises pour notamment améliorer la protection sociale des artistes-auteurs ou des mesures plus sociales. Et puis sur la dernière partie de votre question, sur l'action locale, le député n'est pas un super maire, n'est pas un super conseiller départemental. Le député est un élu national, mais il s'implique sur les sujets locaux, parfois pour porter la voix de ses concitoyens et puis aussi pour s'alimenter des échanges dans sa permanence pour son travail parlementaire à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Thomas Mesnier, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Nous poursuivons donc cette approche des différents candidats dans cette première circonscription par rapport à ce rôle de député avec Corinne Berthelot, donc pour Écologie au Centre. Voilà, alors en tant que députée, bien sûr, déjà je serai à l'Assemblée parce que les bancs sont vides. Donc on se demande encore où sont les députés et le rôle qu'ils ont vraiment. Donc bon, ça c'est un peu mon côté engagé. Je m'engagerai à refléter la parole de la circonscription que je représente. Je ferai voter, surtout je ne voterai pas la loi passe sanitaire, je ne voterai pas d'obligations aussi liberticides qui sont passées. C'est bien pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Et par rapport à cette idée de guerre qui est à venir, cette inflation, la famine, je pense que je suis là aussi pour ça. Et pour peut-être déjà aujourd'hui appeler les gens à semer, parce que si le président préside, il nous a fait tellement peur pendant toutes ces années, que bien sûr la joie, l'amour, etc., c'est, je trouve, et les alternatives qui sont déjà là et qui sont brusquées par l'État, les femmes qui ne sont pas entendues, qui devaient être une occupation du quinquennat. Je suis désolée, j'ai été femme battue et même les policiers ne me portent pas plainte, les procureurs ne font pas leur travail. Donc je pense qu'il y a tout à refaire. Et les assistés, soi-disant, qui coûtent très cher, un pognon de dingue, s'inquiètent de la fraude fiscale et puis voudraient juste un peu de dignité. Et je suis là aussi pour eux et je suis là aussi pour moi parce que ça suffit. Et donc je représenterai énormément cette population et j'ai envie qu'ils se relèvent parce que tous ont des rêves et je suis là aussi pour entendre vos rêves et je suis humaine. Je suis humaine avant tout. J'ai été accompagnante toute ma vie de personnes malades, de personnes droguées. Il n'y a aucune insertion, aucune insertion. On nous tape dessus sans arrêt. On ne mange plus à partir du 12, quoi. Est-ce qu'on peut l'entendre, ça, 7 millions de personnes, quoi, un moment. Merci à vous, Corinne Berthelot, donc pour Écologie au Centre. Et nous poursuivons donc avec René Pilato, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Alors poursuivons. Nous, à la NUPES, nous avons un contrat clair avec nos électrices et nos électeurs. Un programme de 650 mesures signé avec les écologistes, les communistes, les socialistes et les insoumis. Je m'engage donc, comme tous les candidats de la NUPES, sur ces 650 mesures. Notre slogan, un autre monde est possible. Mon fil rouge à l'Assemblée, durant ce mandat, c'est construire les conditions d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature, afin d'assurer la survie de l'humanité. Le GIEC nous prévient depuis de nombreuses années. Donc, dans les lois qui seront votées, on s'appuiera sur les 650 mesures. L'eau, enjeu majeur, bien commun. La nourriture, le bon manger et l'autonomie alimentaire pour la France. Le logement, qu'il soit digne. L'émancipation via l'école, 20 élèves par classe. La santé, qui dépend des 4 thèmes que je viens de citer. Et puis, j'estime qu'un député doit être en lien avec les réalités du terrain et connaître le quotidien des habitants. Concrètement, j'assurerai une permanence régulière dans chacune des 22 communes pour rencontrer les élus, les fonctionnaires territoriaux et donner la parole à toutes et à tous pour prendre le pouls au plus près du terrain. Je serai le relais entre le local et le national pour remonter les doléances
de problèmes de mise en application des lois actuelles, afin de mieux élaborer les nôtres. De plus, je créerai un espace numérique non seulement pour rendre compte de mes votes, pour, contre, abstention, pourquoi, mais aussi des propositions d'amendements ou de loi qui seront effectivement faites dans la mesure où j'aurai recueilli les doléances au plus près du terrain. Voilà. Merci à vous, René Pilato, donc Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et donc toujours sur cette vision du rôle du député. Maintenant, la parole est à Alice Clergeau, donc représentante de l'UDI, les Républicains et les Centristes. Oui, merci. Alors, je ne vais pas déballer mon programme, parce que je ne crois pas que c'est vraiment le fond de la question. Déjà, pour moi, quelque chose de très important, c'est que le député ne peut pas être monosujet. C'est-à-dire qu'il a reçu la confiance des habitants, et là, en l'occurrence, des Charentais. Il doit donc couvrir un ensemble de sujets. Alors qu'il y ait des sujets de prédilection de par sa profession, ses appétences, ça me semble normal. Mais on ne peut pas être monosujet et on ne peut pas non plus être le candidat d'un pseudo-premier ministre à venir. Ensuite, j'insisterai sur le fait que le député est quand même la personne qui incarne cette courroie de transmission entre le terrain et l'Assemblée nationale, pour voter et animer le débat public. Le pluralisme est nécessaire pour notre démocratie. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Il faudrait peut-être remettre un petit peu de débat, il faudrait remettre des idées en place, il faut retravailler et il faut vraiment représenter l'ensemble des Français. Quand on reçoit la confiance, il faut l'honorer. Ça me semble être un minimum. Ensuite, bien sûr, il faut être présent sur son territoire, concerné par les habitants, être à l'écoute. Et après, il ne faut pas mentir. Évidemment, le député n'a pas de compétences locales, mais il peut avoir l'humilité d'écouter, d'être présent, de pousser des sujets, d'être présent à des réunions, travailler avec les élus locaux, les associations, etc. C'est un travail main dans la main qui permettrait d'un travail de qualité ensuite, une fois qu'il est à l'Assemblée. Et ensuite, j'aimerais vraiment terminer par les qualités avant tout d'un député, parce que ça fait partie de son rôle. Il y a le sens du service, qui me semble super important. L'humilité, on a manqué d'humilité. Je pense qu'il y a eu 5 ans, notamment, où l'humilité a terriblement manqué. Un peu de repentance ne ferait pas de mal. Une ligne claire, une ligne très claire, parce que les électeurs ont voté pour votre ligne, pour ce que vous incarnez. Donc le minimum, c'est d'honorer aussi cette ligne, avoir une colonne vertébrale, ne pas faire du en même temps pour satisfaire ce que dit la presse ou ce qui tourne au niveau de l'électorat. Être vrai, faire preuve de vérité, faire preuve d'enthousiasme, de joie, d'espérance, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et d'écoute. Et pour moi, ça va avec l'humilité. Merci à vous, Alice Clergeau. Donc, je le rappelle, pour l'UDI, les Républicains et les Centristes, et donc dernier candidat, une nouvelle fois à s'exprimer dans cette vision du rôle de député, donc Jean-François Doré pour Divers Gauche. J'ai beaucoup de mal à dissocier le rôle on va dire national du député et puis le rôle de l'élu local. Bien sûr qu'un député, c'est d'abord un élu local qui connaît son territoire, qui connaît les problématiques, les colères, les rêves de son territoire, qui connaît sa jeunesse et toutes les générations qui la composent. Moi, je pars avec cet avantage d'être un élu local, un élu ancré sur son territoire et un élu de proximité. Moi, je pense qu'un député, c'est d'abord un élu qui a du discernement pour juger sur ce qu'il va voter et les conséquences de ce qu'il va voter sur le territoire auquel il est rattaché. Et bien sûr, plus globalement, au niveau de la nation. On a eu trop d'exemples, pas que dans ce mandat, mais aussi beaucoup dans ce mandat, où des choix qui ont été faits par cette majorité, des votes unanimes, de façon complètement inconsidérée, ont eu des conséquences dramatiques sur notre territoire. Je vais vous citer des petits exemples, même s'ils ne sont pas forcément des conséquences dramatiques. Le vote, par exemple, de l'obligation de scolarisation des enfants de 3 ans. Très bien sur le papier. Sachant que plus de 90% des enfants étaient déjà scolarisés à 3 ans. Sauf que pour les collectivités qui ont à supporter le coût, notamment de l'enseignement privé, ça a doublé les dotations qu'elles devaient donner. Et sans contrepartie. Alors on pourrait continuer comme ça une longue liste. Pour moi, le député, c'est le représentant de la nation. Ce n'est pas quelqu'un qui est inféodé à des lobbies, à des pressions, à un homme, à un système, à un parti. C'est quelqu'un de libre, d'indépendant, qui juge effectivement ce qui doit être fait pour le bien de la population.
Merci à vous, Jean-François Doré, d'Hiver Gauche. Merci à tous les 8 d'avoir partagé donc cette vision du rôle de député. Tour de table, Erika Walter. Pour suivre cette émission où les 8 candidats aux élections législatives dans la première circonscription s'expriment, nous leur proposons maintenant de voir comment ils approchent des réalités locales, des questionnements propres peut-être plus à la Charente et à ce territoire. Qu'est-ce qui vous paraît en fait prioritaire et qu'est-ce qui paraît représenter donc des enjeux essentiels aujourd'hui, donc en lien effectivement avec ce territoire de la Charente, cette première circonscription aussi en l'occurrence. Anna Martinez, pour le Rassemblement national, nous commençons à nouveau par vous. Oui, alors localement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Angoumoisins qui travaillent tard la nuit ou tôt le matin et ils n'ont pas la possibilité d'avoir un bus. Ils sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler dans les usines, par exemple. Et donc, n'ayant pas la possibilité d'avoir un bus, ils sont obligés d'emprunter leur voiture pour se rendre à leur travail. Et donc, il y a ce manquement avec la STGA pour les horaires, au niveau des horaires des bus. Donc, l'essence étant devenue très chère, ils auraient préféré emprunter un bus pour pouvoir se rendre à leur travail très tôt le matin, ne serait-ce ils commencent parfois à 5 heures, 5 heures, voilà. Donc, ils sont obligés de prendre leur véhicule, comme je disais, et avec le prix de l'essence qui a bien augmenté, voilà, ils sont en difficulté. Et ce prix d'essence, effectivement, qui augmente de semaine en semaine, pose un problème également pour tout ce qui est le pouvoir d'achat, notamment pour l'électricité, etc. Donc là, localement, si vous voulez, c'est comme en France, c'est la France entière qui souffre, mais voilà. Donc nous sommes dans la première circonscription, donc cela joue et faire voir et mettre en sorte quelque chose au niveau national, mettre en sorte que ça aille plus vite et plus loin. Voilà. Et donc, il y a également l'insécurité, bien sûr, l'insécurité qui est également nationale, mais on le voit de plus en plus dans notre circonscription. Les vols, la drogue, les attaques physiques. Donc, il faut donner le pouvoir aux policiers d'avoir plus les mains libres pour agir. Et malheureusement, quand ils agissent, ils sont montrés du doigt, ils sont désapprouvés, etc. Ils font leur travail, ils sont là pour nous. Nous devons les accepter tels qu'ils sont et demander également que l'État fasse quelque chose pour leur donner plus de pouvoir. Et toujours est-il qu'ils sont pieds et mailliers. Nous avons vu dernièrement ce qui se passe, notamment cette femme qui a été tuée, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est 2 sujets qui sont très importants. Merci. Merci à vous, Anna Martinez, donc pour le Rassemblement national. Olivier Nicolas aussi, sur des enjeux, des priorités locales, selon vous, des questionnements, des choses qui ressortent là, en l'occurrence en Charente. Donc, vous, Olivier Nicolas, pour Lutte ouvrière. Donc, oui, donc moi, je voulais parler de la santé. Alors notamment parce que notre député, le député du coin, il a une responsabilité un peu directe dans la situation actuelle. Alors faire de la santé une thématique locale à Angoulême, c'est justement un peu bizarre parce qu'il faut courir à Bordeaux pour trouver un dentiste ou bien des spécialistes. J'en profite d'ailleurs pour dire que donc ça c'est pour la médecine de ville. Oui, il y a plein de spécialistes qui manquent. Consulter un spécialiste et même un généraliste, c'est pas si simple que ça. J'en profite pour dire, là, du côté de l'hôpital public, qu'aujourd'hui, il y a une journée d'action. Alors, une énième journée d'action, là. Il y en a eu, y compris avant la pandémie. Alors, pour parler un petit peu de l'hôpital de Girac, quand même, il y a de nombreux services qui sont en difficulté. Alors, c'était la pneumologie, l'oncologie. Alors, l'oncologie, c'est quand même ce qui soigne les cancers. Ça a dû fermer l'été dernier. Le service de pédiatrie, lui, doit sa survie uniquement à l'arrivée de 2 médecins ukrainiens. Alors, j'en profite, comme je suis entouré des 2 candidats d'extrême droite, pour dire, justement, vive l'immigration. Sans les 2 médecins ukrainiens, aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas de pédiatrie à Girac. Donc, vive l'immigration, vive la liberté de circulation. Et donc, alors je ne vous fais pas le tableau, mais enfin quand même, là, les hospitaliers le feront plus que moi aujourd'hui, d'une santé qui est quand même à l'abandon. Et pendant ce temps-là, on voit les ministres, les députés qui affichent un sourire satisfait, comme si tout allait bien. Et on nous explique que s'il y a des problèmes pour accueillir les patients aux urgences, c'est la faute des malades qui se rendent aux urgences.
Alors le pompon, ça a quand même été pendant la pandémie où les autorités, alors en premier lieu le gouvernement, quand même incapable de faire face à la pandémie. Quand il fallait des masques, il n'y avait pas les masques. Après, il n'y avait pas les vaccins. Et à toutes les étapes en fait, de cette pandémie, le gouvernement, non seulement il a montré son incapacité, mais il a accusé la population d'être responsable. Alors au départ, c'était parce qu'on ne respectait pas assez le confinement. Après, ça a été les non-vaccinés qu'on a rendus responsables de l'épidémie, y compris les soignants quand même, qui avaient fait face à l'épidémie sans rien, y compris à qui on avait demandé de venir bosser même s'ils étaient malades, même s'ils étaient contaminés par le Covid. Alors, j'ai pris l'exemple de la santé, je l'ai dit, du fait que le député local, il a une responsabilité directe. Et que quand même depuis 5 ans, depuis cette mandature, ça a quand même marqué avec la pandémie la situation actuelle. Mais j'aurais pu aussi prendre les transports, en particulier les transports ferroviaires, qui est dans le même état, qui a été. Alors là, c'est notre nouvelle première ministre qui a une responsabilité directe d'avoir découpé complètement la SNCF, et qui fait qu'en fait, à la fin, il n'y a rien qui marche. Enfin rien, à part la machine à faire du fric. Ça marche. La machine à faire des profits, ça marche. Et dans le même temps, quand même, parce que là, le député a quand même une responsabilité, l'argent public, lui, il a collé à flot pour les entreprises. Alors, au prétexte de l'emploi, de l'innovation, de la pandémie, notamment le chômage partiel. Je termine très rapidement. Je voulais dire un mot aussi quand même de la jeunesse. Quelques secondes. Oui, parce que tout le monde nous dit la priorité, c'est la jeunesse. La jeunesse, quand même, à Angoulême, c'est quoi? C'est des écoles à 6, 7, 8 000 euros par an, là. Alors, je ne sais pas comment on peut payer ça. Et des étudiants qu'on voit à l'épicerie sociale, juste à côté d'ici. Donc, voilà le bilan. Merci à vous, Olivier Nicolas, donc pour Lutte ouvrière. Dominique Delorgeril, donc vous aussi, vos préoccupations, vos questionnements, on va dire, plus localement, plus liés à la Charente. Donc, vous vous exprimez au nom de Reconquête. Alors d'abord, je ne voudrais pas laisser penser qu'on puisse être un parti d'extrême droite, ce qui me paraît ne pas avoir de sens. Pour ce qui est des médecins, je préférais... bien sûr que s'il y a des étrangers qui peuvent venir travailler en France, ça pose aucun problème et on les accueille bien volontiers. Mais je pense que tout le monde préférerait aussi avoir des médecins français avec qui on peut s'exprimer. Quand on est opéré, quand on sait que l'anesthésiste ne parle pas du tout la langue, ou même pour la pédiatrie, c'est peut-être pas forcément le meilleur sujet qu'on peut aborder. Bon, ceci dit, c'est pas le... Pour ce qui me concerne, je suis un élu de proximité puisque je suis moi-même élu à Gara, ce qui permet de rencontrer beaucoup de monde. J'ai fait plusieurs campagnes électorales, ce qui permet aussi de rencontrer énormément de monde et de se poser les vraies questions. Moi, ce que j'ai découvert dans tous ces échanges, c'est qu'effectivement, d'abord, la précarité de la vie, qui est très compliquée. On parle de chiffres à 2 chiffres pour ce qui est du seuil de pauvreté, des Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça ne va pas s'arranger puisque avec l'inflation qui va arriver de plus en plus forte et le blocage des salaires, les choses vont s'aggraver encore. Mais plus encore que les difficultés de vie, je voudrais souligner ce que j'ai constaté, ce qui est l'isolement et la solitude de beaucoup de personnes qui sont démunies, perdus dans les déserts médicaux. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, bien sûr, sur la situation de la santé aujourd'hui, en France et particulièrement chez nous, dans un département à la fois rural et urbain qu'il faut harmoniser. Le désert administratif aussi, on s'y perd, on ne sait pas où aller. Maintenant, on est uniquement aux mains de plateformes numériques ou de répondeurs qui vous disent téléphonez aux renseignements, ils vous renseigneront. Ça me paraît être extrêmement préoccupant. Et donc, il faut vraiment revenir sur une gestion de proximité, porter de l'attention et de la dignité à la personne humaine. Je développerai tout à l'heure mon engagement aussi pour le respect de la vie. Je pense que si on veut effectivement de la vie, de la joie, de l'espérance dans notre pays, je pense qu'on ne peut pas s'échapper de cette volonté de privilégier la vie, voilà, puisque le parti Reconquête regroupe aussi des VIA, par exemple, qui est un acteur extrêmement engagé pour la préservation de la vie, et je pense que c'est là-dessus aussi que je suis prêt à m'engager avec force et détermination. Merci. Merci à vous, Dominique Delorgeril, donc pour Reconquête. Et place maintenant donc à la parole de Thomas Mesnier, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Écoutez, avant d'être élu, je suis médecin urgentiste. J'ai la prétention de plutôt bien connaître la population du territoire. Depuis 5 ans, je suis député, toujours au contact. Et depuis 1 an, conseiller départemental de surcroît. J'entends beaucoup d'antiparlementarisme autour de cette table, ce qui me surprend pour des candidats qui souhaitent devenir députés. Si l'hémicycle est parfois
pas complètement plein, c'est aussi parce que les députés sont au travail, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, mais aussi parce qu'ils doivent répondre à l'injonction toujours un peu contradictoire d'être à la fois dans l'hémicycle et en circonscription. Être député, c'est un pied à Paris, l'autre en Charente. Ce que j'entends dans cette campagne sur les marchés, ce que j'entends au quotidien d'ailleurs dans ma permanence de député, c'est les questions d'accès aux soins et les questions de pouvoir d'achat. Sur les questions de pouvoir d'achat, tout simplement, dès la fin juin, début juillet, dans le cadre de la majorité présidentielle, nous présenterons un projet de loi visant à améliorer le pouvoir d'achat, à maintenir le bouclier tarifaire sur les tarifs de l'énergie, sur le carburant, à indexer les retraites sur l'inflation. Une retraite de 1 200 € serait augmentée d'environ 40 € par mois dès le versement de la pension de juillet début août. Nous aurions aussi la suppression de la redevance audiovisuelle, ce qui représente 138 € par an, et d'autres mesures sur les impôts de succession et différentes mesures qui viseront à améliorer le pouvoir d'achat et à renforcer le travail, à continuer de faire baisser le chômage, parce que c'est par le travail qu'on améliore le pouvoir d'achat et qu'on améliore d'ailleurs le pouvoir de vivre. Par ailleurs, sur les questions de santé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir sur les questions nationales en suivant, sur le local, nous avons fait beaucoup. Nous avons augmenté les soignants de 200 € depuis maintenant plus d'1 an. Et nous avons engagé de nombreux investissements qui se verront très prochainement sur l'hôpital d'Angoulême et aussi sur l'hôpital de Camille Claudel. Merci à vous, Thomas Mesnier, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Alors, toujours sur ces questions, sur ces réalités locales et sur ce qui ressort dans les attentes peut-être que vous avez perçues, Corinne Berthelot, donc pour Écologie au Centre. Alors, Écologie au Centre, l'idée c'est de résoudre les causes avant les conséquences. Donc, des causes, il y en a des multiples, mais bon, elles ne sont pas étudiées en fait. Donc, moi, je reviens sur la réinsertion. On parle de délinquance, on parle de pauvreté. Bon, je suis d'accord avec pas mal de personnes. Hein. Il y a du bon dans chaque partie présentée ici. Et on n'a pas le temps d'énumérer en 1 minute tout ce que j'aimerais. Alors, vous avez 2 minutes 30 là. Ok. Alors, d'abord, moi, par rapport à la réinsertion et la dureté, ce qui se passe, la violence, ok. Bon, la violence, déjà, elle est subie par tellement de gens. La violence des riches, je suis désolée, déjà la première. Donc là, moi, j'en ai un grand ras-le-bol, quoi. Je veux dire, les billets, c'est bien, mais les billets, comme on dit, au dernier arbre, on s'en foutra du billet, vous voyez. Et quand on fait rien pour l'écologie depuis des années, ben, on s'en fichera aussi du billet. Donc, et déjà, je m'en fiche pas mal du billet, en étant moi-même au RSA, et je pense que bon, quand on nous donne 100 €, c'est bien, mais le mois prochain, bah, ça changera rien. Si vous voulez, il y a plein de gens en prison. On a envie, certains, d'agrandir les prisons? Non, guérissons les cités. Parlons-leur de rêve, parlons-leur de travail. Chacun a envie de donner à la société. On est là pour ça, pour partager. On ne nous permet plus de partager. Bon, ensuite, ça, c'est vraiment une chose que je prends très, très à cœur pour avoir accompagné beaucoup de personnes en maison d'arrêt, où c'est une éclatade de rigolade. C'est des gens un peu corrompus et qui voient un petit peu haut et qui appuient sur des têtes de gens qui n'ont même pas de défense à l'intérieur. Et puis, il n'y a pas de réponse, surtout. Une personne pour insérer 300 personnes, c'est de la rigolade. Donc, moi, j'en ai fait l'expérience. Il a fallu que je m'en aille de Charente, où je suis née. J'ai vécu jusqu'à mes 33 ans pour rejoindre le Pays Basque. Et pour fuir. Parce qu'ici, il n'y a rien qui existe, mais nulle part, en fait. Donc, c'est bien la drogue, parce que ça en fait de moins, ça en fait qu'ils vont acheter à des dealers, etc. Bon, après, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, parce que ça m'a fait vraiment mal dans ma vie. On a essayé de faire une association pour entourer les proches. Ça continue, l'histoire des drogués. Qui c'est qu'amène la drogue, quoi, quand on voit Sarkozy avec ses avions, quand on voit tout ça. Bon, voilà. Donc, moi, je voudrais un peu moins de corruption et un peu plus d'humanité, mais à tous les niveaux, Il y a tout à refaire. Merci à vous, Corinne Berthelot, donc Écologie au Centre. René Pilato, donc sur cet éclairage pour vous de thématiques, de dimensions, de questions propres, ou en tout cas en lien aussi avec la Charente qui ressortent. Donc je rappelle que vous parlez au nom de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Eh bien, la santé qui a été évoquée, je vous invite à la réunion publique qu'on fait demain soir à la MJC La Mosaïque, autour de la santé, avec Christophe Prudhomme qui descend de Paris. Je voulais parler des services publics et effectivement des déserts médicaux et administratifs
Aujourd'hui, les médecins n'acceptent plus de patients. Il y a 38 000 Charentais qui n'ont pas de médecin référent. Nous avons moins de services publics à cause de la politique de Macron et de ses prédécesseurs. Ça, il faut l'avoir en tête. Nous, dans nos propositions, on dit personne à moins de 30 minutes d'un service au public. Alors, on est ravis de constater que ce qu'on avait proposé au niveau des élections départementales soit repris au niveau national. À savoir, on va proposer des zones de service au public pour respecter ces 30 minutes, moins de 30 minutes, avec des centres de santé, le scolaire, des EHPAD non lucratifs, on insiste avec les scandales qu'il y a eu actuellement, et des services administratifs avec des vrais gens pour combattre la fracture numérique. Donc, on y retrouvera postes, impôts, CAF, sécurité sociale et tout ça. L'aménagement du territoire, justement, sera planifié avec les élus, les citoyennes et les citoyens qu'on va réintégrer dans les circuits de décision, mais aussi les acteurs locaux. Dans ces zones de service au public, on pourrait voir autour travailler avec les PME, les paysans bio, les TPE, pour créer de l'activité autour de ces zones. Les conséquences pour nos concitoyens, c'est quoi? C'est moins de délais pour avoir accès à la santé, c'est plus de services de proximité, donc plus d'activités locales. L'impact sur leur mode de vie, c'est moins de déplacements, ils auront moins à dépenser pour l'énergie, ils auront moins à dépenser d'argent, ils pollueront moins, ils auront plus de temps à eux, puisqu'il faut vivre effectivement, et plus de reste à vivre. Donc voilà, la vie meilleure, c'est tout un ensemble de mesures. Il ne faut pas simplement faire un constat, il faut faire une planification, une proposition d'une autre société. Quand on dit un autre monde est possible, ce n'est pas qu'un slogan, on l'a décliné. On l'a décliné aux élections municipales, aux élections départementales, et il est décliné maintenant avec avec le Parlement d'Union populaire, où il y a 500 personnes, il est décliné au niveau national. Merci à vous, René Pilato, donc Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alice Clergeau, donc toujours sur cette question effectivement de dimension locale, de questionnement qui vous paraissent essentiels aujourd'hui donc pour l'UDI, les Républicains, les centristes. Tout d'abord, j'aimerais rappeler, j'entends beaucoup parler d'Angoulême. La première circonscription de la Charente, c'est 22 communes. Les problématiques à Angoulême, il y en a énormément, mais il y en a d'autres à Gara, à Vouzan, à Ruel, et ce ne sont pas forcément les mêmes, même si on retrouve beaucoup de points communs. Et ensuite, je suis très contente d'avoir entendu parler de la jeunesse. Bon, je pense que je suis assez à l'aise à 23 ans pour en parler. Des distributions alimentaires, moi j'en ai fait pendant le Covid. J'ai été auprès des étudiants et je l'ai fait et je l'ai vu et je l'ai entendu ce qui se passait. Parce que la droite, elle est solidaire. La droite, elle n'a pas peur de mouiller le maillot quand il faut y aller. Parce que quand il y a des situations comme celle-ci, il faut agir. Je voulais revenir déjà là-dessus. Bon, bien sûr, les problèmes de santé, je pense que le constat est partagé par tous. Girac est malade, il y a des services qui ferment, enfin, c'est très compliqué. L'ensemble d'ailleurs des services publics de santé sont dans un état quand même catastrophique ici, mais de manière générale en France. Et pour ça, j'ai pas eu peur d'aller voir les syndicats il y a 1 ou 2 semaines. Je suis allée les voir et je leur ai dit, mais expliquez-moi, dites-moi ce qui va pas. Et je pense que cette démarche-là, elle leur manque et c'est une démarche qu'il faudrait avoir en tant que député et en tant qu'élu de manière générale. Ensuite, les maisons de santé aussi, tout sur le papier, c'est très bien, on en a fait beaucoup. À Mornac, aujourd'hui, la maison de santé, c'est plus une salle communale qu'autre chose, étant donné qu'il n'y a pas de médecin. Donc, il y a des vraies problématiques, mais quand j'entends parler en réponse de la télémédecine, ok, très bien, mais la télémédecine, ça divise 2 mondes. Ça divise une partie des Français qui peuvent et qui ont accès au numérique, voilà, mais quand je vois mes grands-parents, par exemple, vous leur parlez de télémédecine, mais ils sont totalement dépassés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur médecin. Ils veulent un rendez-vous facilement, un coup de téléphone et c'est réglé. Donc pour moi, ce ne sont pas des solutions pérennes. Ensuite, j'aimerais accentuer aussi sur la question de l'autonomie. Mes arrière-grands-parents ont pu vivre heureux jusqu'au bout chez eux parce qu'ils avaient l'autonomie et parce qu'ils avaient des personnes qui les entouraient, qui les aidaient à vivre avec de l'autonomie. Sauf que pour ça, il faudrait pouvoir pérenniser la formation. Aujourd'hui, on a des infirmières, des aides-soignantes qui viennent se former à Angoulême, mais qui viennent d'Angers ou de je ne sais où, et qui en fait se retrouvent à repartir chez elles parce qu'elles n'ont pas d'attache. Ça, c'est le résultat de Parcoursup qui est une vraie catastrophe. Et puis, vous parliez tout à l'heure de dignité humaine, mais je pense que c'est un vrai sujet. La dignité humaine, on s'est battu pendant 2 ans pendant le Covid pour sauver des vies. La loi bioéthique, franchement, ça me pose beaucoup de questions.
c'est pas le moment d'en parler, mais voilà, je pense que quand on parle de dignité humaine, il faut prendre le sujet dans son ensemble. Merci Alice Clergeau donc pour UDI, les Républicains, les Centristes, et donc dernier candidat à s'exprimer pour approcher des thématiques locales qui lui paraissent essentielles, c'est Jean-François Doré d'Hiver Gauche. Difficile de, là encore, dissocier le local du global, quoi. L'hôpital, bien sûr, l'hôpital, la santé. J'ai entendu ce qu'a dit Thomas Mignet tout à l'heure. Moi, j'ai envie de lui répondre, on n'a peut-être pas besoin d'urgentistes pour réformer l'hôpital. Parce que ce qui s'est passé dans les 5 dernières années est tout à fait dramatique. Je suis désolé, aujourd'hui, au niveau national, on a fermé combien ? 17 000 lits. 17 000 lits, c'est dramatique. Parce que on a beau avoir ouvert le numerus clausus, le problème, c'est que c'est 17 000 lits en moins où on pourra former des jeunes médecins. Ça, c'est un vrai souci. On n'en parle pas du tout, mais c'est quand même un vrai souci. Moi, je pense qu'il faut que la société accepte une chose, c'est que l'hôpital a un coût. Et ce n'est pas un objet de marchandisation où on ne doit pas le gérer comme une entreprise privée. Donc effectivement, ça a un coût et il faut redonner confiance aux praticiens, aux médecins, aux soignants pour qu'ils reviennent, pour qu'ils retrouvent leur rôle moteur dans cet hôpital. Il faut effectivement redonner des moyens, mais pas seulement du bâtimentaire. Effectivement, on a des ministres qui sont venus, qui nous ont annoncé des millions. Mais ce n'est pas des médecins, ça. C'est des millions pour du bâtimentaire. Il n'y aura pas plus de médecins. Les médecins, parlons-en. La désertification médicale. Mais tous les jours, on en entend parler. C'est devenu le problème numéro 1. À mon avis, c'est le problème prioritaire du pays aujourd'hui. Parce que les gens ne trouvent plus de médecins, mais aussi de dentistes, de spécialistes. Et ils sont obligés, s'ils en ont la possibilité, d'utiliser des moyens de mobilité maintenant pour aller sur Bordeaux ou sur les grandes villes universitaires. Donc, il va falloir obliger, je suis désolé, mais les jeunes médecins à venir sur nos territoires désertifiés. Il va falloir qu'ils consacrent 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, avec l'aide des collectivités territoriales pour l'installation. Un simple mot si j'ai le temps. La prévention. La prévention, on n'en parle plus. Plus de médecine scolaire. Et puis cette prévention et cette médecine environnementale, avec l'utilisation qui a augmenté encore, alors que ça devait diminuer des insecticides, des pesticides. Et avec toute la relation qu'on connaît aujourd'hui désormais entre ces substances nocives et certains cancers. Je pense que réellement, il faut remettre les choses à l'endroit. Et si on veut moins de personnes dans l'hôpital, il faut aussi faire plus de prévention. Merci à vous, Jean-François Doré, donc d'Hiver Gauche. Merci à tous les 8 de vous être encore exprimés en respectant aussi le temps qui vous était imparti autour de ces thématiques locales qui vous paraissent importantes et qui vous paraissent ressortir d'autant plus, même si vous faites bien sûr le lien avec un contexte national. Tour de table, RCF Charente. Et pour terminer cette émission consacrée aux élections législatives et précisément à la première circonscription de Charente, les 8 candidats vont maintenant pouvoir partager leur approche avec un regard plus large sur des dimensions ou des réflexions au niveau national qui leur paraissent essentielles. Alors ça a déjà été plus ou moins le cas, bien sûr, parce que le local n'est jamais séparé d'un contexte national ou de réalité nationale. Anna Martinez, donc vous avez la parole pour le Rassemblement national. Oui, effectivement. Le niveau national, parlons des retraites. Parce que les retraites de nos aînés sont vraiment amoindries. Durant 5 ans, il n'y a pas eu d'indexation au niveau des retraites due à l'inflation. Durant 5 ans, l'équipe de Macron n'a rien fait. Donc, il faudrait réindexer ces retraites au niveau de l'inflation qui est actuellement de 5,2% quand même, l'inflation. Et donner la dignité aux retraités de vivre décemment également, puisqu'on a parlé beaucoup de dignité et les retraités en font partie, bien sûr. Moi, je peux vous donner mon cas. J'ai travaillé, j'avais un petit commerce de proximité. Je ne faisais pas beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, voilà, j'ai été pénalisée lorsque j'ai pris ma retraite à 62 ans et 8 mois. J'ai été pénalisée. Le RSI me donnait que 180 € de retraite. J'ai dû attendre l'âge de 65 ans pour avoir l'ASPA qui me donne la différence pour arriver à 930 €. Vous avez le loyer qui est énormément cher.
vous avez la vie qui augmente, etc., toutes les charges de tous les jours. Personne ne parle de l'eau, alors que l'eau, c'est pareil. Vous avez des TVA sur des TVA, etc. Donc, nous sommes tous les retraités, sommes vraiment en bas de l'échelle, quoi. Et il faudrait essayer de faire en sorte que les retraités aient quelque chose de supérieur à leur vie actuelle. Maintenant, lorsque vous voyez que, bien sûr, on a la CMU, je crois, pour les malades. Bon, ben les malades, bien sûr, les petits salaires. Hein. La CMU, actuellement, lorsque vous avez une CMU, auparavant, pardon, vous aviez le droit à avoir l'aide également, j'oublie mes mots, bien sûr, mutuelle. Voilà, l'aide mutuelle également avec la CMU. Or, actuellement, maintenant, j'ai de l'ASPA, alors on me demande de payer une mutuelle. Mais vous savez, une mutuelle mensuelle, hein, c'est à venir en déduction de votre retraite. Donc déjà, cela fait encore quelque chose de plus à payer. En moins, donc, pour le pouvoir d'achat également. Voilà. Merci à vous, Anna Martinez, donc, pour le Rassemblement national. Olivier Nicolas, maintenant, pour Lutte ouvrière. Ce coup-ci, je vais commencer par la jeunesse. Je vais quand même répondre. Moi, effectivement, je n'ai pas fait de distribution alimentaire. Alors, j'ai quand même été devant ces épiceries sociales parce qu'il y avait la queue. J'ai été discuter avec les jeunes, distribuer des tracts. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a 23 ans et qu'on constate quand même l'état du monde, ça va d'exploitation, de misère, en crise climatique, en guerre. Il faut vouloir la changer, cette société, et la changer profondément. Et changer cette société, ça ne se fera pas en changeant de gouvernement. Ça ne se fera pas, alors ça ne se fera pas en gardant celui-là non plus d'ailleurs, hein, mais ça ne se fera pas avec une nouvelle gauche plurielle. Je ne pense pas. Changer cette société, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense, s'en prendre au pouvoir des capitalistes. Alors mainmise sur la société. Et ça, il y a que la classe ouvrière qui peut le faire, par ses mobilisations, par ses luttes. Ah. Et donc là, pour revenir, ces luttes notamment, à commencer par, se défendre et réclamer le droit de pouvoir vivre correctement de son salaire. Alors là, je vais citer effectivement, mais je vais les citer, il faut comprendre avant, ce n'est pas un programme de gouvernement en disant « votez pour moi, je ferai ci ». C'est des objectifs pour une explosion sociale que moi, je souhaite, que nous, à Lutte ouvrière, on souhaite et qu'on prépare. Donc notamment sur le pouvoir d'achat, on pense que la société, elle devrait être faite pour qu'aucun revenu ne soit en dessous de 2 000 € net. Voilà. On ne peut pas vivre en dessous de 2 000 € net. Hein. Il faut raisonner en fonction des besoins des travailleurs. Oui, combien ça coûte le loyer, la mutuelle, l'essence, l'électricité, le gaz et tout ça. Alors je dis 2 000 € net, c'est même pas moi qui ai fixé la barre, il faut en fixer une. Hein. C'est Castex qui a fixé la barre, parce qu'effectivement, en dessous de 2 000 € net, on a besoin d'être aidé. Alors nous, on ne veut pas des chèques ceci, des aides, des chèques cela. On veut pouvoir vivre correctement de notre salaire. Je pense qu'aussi, un des objectifs de lutte qu'il faut mettre en avant, c'est que ces revenus ils soient indexés sur l'augmentation réelle des prix. C'est-à-dire ces revenus, ces salaires, ces pensions de retraite, ces allocations soient indexés sur l'augmentation réelle des prix. Et enfin, sur l'emploi aussi, parce que déjà, avant d'avoir un salaire, il faut avoir un emploi correct qui permette de vivre. Hein. Et on pense aussi qu'il faudra, pour lutter contre le chômage, il faudra imposer la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les services publics, effectivement, où il manque du monde, et du monde en chair et en os, pour traiter les problèmes, il faut embaucher. Mais même dans les entreprises privées, c'est quand même une situation folle. Il y a des millions de chômeurs dans le pays, et dans les entreprises privées, on connaît que heures sup, augmentation des cadences. Hein. Eh bien, il faut en finir avec ça. Il faut faire embaucher les sous-traitants, les intérimaires. Il faut répartir le travail entre tous. Et tout ça ne sera possible que si les travailleurs ils se donnent aussi l'objectif de contrôler les entreprises, de contrôler les comptes des entreprises, ce qui se passe, d'où vient l'argent, où il va. Merci à vous, Olivier et Nicolas. Donc, pour Lutte ouvrière, Dominique Delorgeril, donc, pour Reconquête, sur ce regard, on va dire, plus national, des réalités plus nationales. Alors, bien sûr, le regard national, plutôt que de traiter les conséquences, je pense qu'il est toujours important de s'interroger et surtout d'essayer de traiter les causes. On voit bien que les problèmes que nous avons aujourd'hui, en particulier sur cette inflation, sur les craintes, sur ce monde qui va mal, sur cette guerre qui est à nos portes, elle vient justement de cet engagement. Et donc je voulais avoir un regard en tant que
militaire aussi expérimenté dans le domaine et qui a été très très marqué par la guerre du Kosovo. Je rappelle la guerre du Kosovo qui avait été menée par la France sans regard indépendant de renseignement et nous nous étions engagés d'une manière un peu folle derrière l'OTAN. Cette guerre du Kosovo, c'est ça qui avait donné ce courage au président Chirac de ne pas intervenir pour la guerre en Irak en 2003. Et aujourd'hui, je voudrais, et j'ai appelé les parlementaires à justement avoir un regard de raison sur cet engagement qui me paraît vraiment extrêmement préoccupant et fou. Mais vous voyez, dans cette élection et dans cette campagne, les sujets principaux, ce sujet qui est crucial, n'a pas été abordé puisque on attend la fin des élections pour l'aborder. J'ai même donné des informations, et la presse ne l'a pas reprise, du Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre, par exemple, où le chef d'état-major de l'armée de terre, les documents sont là, et on peut vous les transmettre, bien sûr, s'exprime en disant, je le lis quand même, le CEMAT a insisté sur l'hypothèse d'un combat où la France serait engagée et pour lequel nous devons être immédiatement prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après les élections ou dans la torpeur de l'été, nous serons prêts à engager les forces françaises dans ce conflit en Ukraine. Est-ce que le peuple français, au travers de ses parlementaires, n'a pas le devoir de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en parler, de savoir si nous sommes prêts à, par exemple, pour nous, envoyer des militaires, des soldats du 1er RIMA en Ukraine et en subir les conséquences? Je crois que c'était vraiment un sujet qui est absolument essentiel au niveau national. Et c'est là où l'expérience d'un militaire engagé comme moi peut aussi apporter une autre voix au sein du Parlement. Merci à vous, Dominique Delorgeril, pour Reconquête. La parole maintenant, c'est à vous, Thomas Mesnier, donc pour Ensemble Majorité Présidentielle, toujours avec cette idée de regard large sur des réalités nationales, avec évidemment l'expérience que vous avez en tant que député sortant. Moi, pour ce dernier point national, je vais vous parler de santé. Pas parce que je suis monothématique, mais parce que c'est une priorité des Français, qu'on nous en parle tous les jours au quotidien, et que c'est un sujet majeur qu'il faut traiter. Alors, moi, de ce point de vue-là, autour de cette table, je ne vois que des candidats des problèmes, et moi, je souhaite être le candidat des solutions. Alors, vous allez me dire, j'étais là depuis 5 ans. Mais en fait, depuis 5 ans, on n'a pas rien fait. Depuis 5 ans, d'abord, on a traversé une crise majeure qui s'appelle le Covid-19, dont j'entends dire qu'on aurait été catastrophique. J'aime à penser que quand on se compare à l'international, la gestion française n'a pas été si mauvaise, et loin de là de dire que tout a été parfait, mais nous avons fait face pour protéger les Français. Nous avons supprimé le numerus clausus. J'étais rapporteur de la loi qui a supprimé le numerus clausus. Alors vous allez me dire, on ne voit pas encore les médecins. C'est normal. Il faut 9 ans au minimum pour en former. Donc on peut aborder les sujets en disant que les solutions sont simples. Enfin, en réalité, tout ce qui est présenté comme simple est souvent simpliste. Quand on explique aux gens qu'on a supprimé le numerus clausus, que si ça avait été fait sous les quinquennats Hollande ou Sarkozy, en fait, on n'aurait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Ils savent très bien l'entendre. Et on a pris un certain nombre de mesures. Je vais vous en prendre quelques-unes, mais par exemple, la création du métier d'assistant médical. Je l'ai porté par amendement dans la loi. Eh ben, on en a plusieurs à Ruelle. On en a un qui vient d'arriver à l'île des Pagnacs. Un assistant médical, il va aider le médecin libéral sur les tâches administratives, sur quelques tâches proches du soin. Et un médecin de Ruelle qui... normalement, un médecin généraliste a une patientèle de 950 patients. Ben, ce médecin, à Ruelle, il en a maintenant plus de 2000. Et il les traite toujours aussi bien parce qu'il a une organisation qui lui permet de traiter davantage de malades. De la même façon, sur les questions hospitalières, le Premier ministre Jean Castex était venu avec Olivier Véran à mon invitation en décembre dernier. Il y a eu énormément d'investissements. Les soignants le sentent déjà sur la feuille de paye, avec minimum 200 € d'augmentation sur le salaire. Ça va jusqu'à 500 € pour une sage-femme. Et puis des investissements massifs qui certes ne se voient pas encore, mais qui vont se voir dans les toutes prochaines années. D'ici la fin de ce quinquennat, on aura un nouveau service d'urgence à l'hôpital d'Angoulême, on aura une nouvelle pharmacie à l'hôpital d'Angoulême, on aura de nombreux travaux et rénovations sur l'hôpital d'Angoulême ou sur Camille Claudel, sur les établissements aussi privés, je pense par exemple au Glamo à Rouler. Et c'est par toute cette action que nous trouverons des solutions, mais cela prend du temps. Il faut avoir le courage de le dire aussi.
Merci Thomas Meignier donc pour Ensemble Majorité Présidentielle. Et maintenant, la parole est à Corinne Berthelot donc pour Écologie au Centre, avec ce regard effectivement sur des thématiques, des réalités, des dimensions au niveau national. Alors au niveau médical, déjà, un rappel, c'est que c'est déjà quand même beaucoup financé par les lobbies, pharma, machin truc, qui vendent leurs médicaments en France au prix le plus cher en Europe, parce qu'ils savent qu'il y a la Sécu, donc directement il y a des liens, bon voilà. Ensuite, c'est un pays où on est le plus cachetonné, on est le plus malade, et que on prend des médicaments pour se calmer d'un deuil, etc., comme si on n'était pas... c'était pas normal d'avoir de la peine, etc. Tout est maintenant, de cette façon-là, numérisé par un médicament. C'est ce qu'on apprend maintenant dans les écoles chez les médecins, puisqu'ils ont arrêté, depuis que c'est les lobbies que l'on connaît, qui s'enrichissent tout le temps de plus en plus, qui ont mis de côté ce qui était tout le temps auparavant enseigné comme médecine, c'est-à-dire même l'ayurvédique, vieille de millénaires, la médecine chinoise, l'homéopathie, enfin bon, voilà tout ça. Donc on essaye, ils veulent enlever des huiles essentielles, bon... supprimer des... Enfin bon, il y a toute cette conformité qui est ignoble, en fait. Voilà, donc bon, déjà c'est mon idée, et c'est l'idée aussi d'écologie au centre, c'est-à-dire remettre les médecines peut-être quantiques, énergétiques. Oui, ça existe, on n'est pas qu'un corps. Bon, apprendre à l'école qu'on a plusieurs corps, je veux dire. Il y a plein qui font du bouddhisme et qui savent qu'il y a des chakras, etc. Donc ça nous élèverait peut-être plus haut que nos petits problèmes. Je trouve parfois, on est trop tourné sur nous, alors que le monde est vaste, et que je reconnais que je crois qu'on sent la Terre qui est plus grande que nous, et qui nous envoie des messages et qui ne sont pas écoutés. Bon, alors là, après, je voulais parler, attendez, nationalement, ouais, cette guerre, donc voilà, l'OTAN, et puis surtout, je parlerai, moi, bon, peut-être me voir comme conformiste, comme complotiste, excusez-moi, mais bon, tout est sur les réseaux, YouTube, le bouquin écrit, le Grand Reset, etc., Davos, les écoliers de Schwab, Macron, Trudeau, qui est en train même de vouloir faire passer une loi au Canada, comme quoi les gens trop pauvres, évidemment, trouvent la vie triste. Alors on pourrait leur préparer une petite euthanasie s'ils la veulent. Bon, alors avec le nombre de suicides de jeunes, je dirais le crime déguisé des personnes âgées. J'ai notamment perdu mon mari dans un EHPAD. Donc par rapport aux injections, je peux vous dire que j'ai de l'espoir. Et j'ai pas envie de laisser passer tout ça sous silence. Voilà. Et beaucoup de gens n'ont pas envie de cette guerre et trouvent que vraiment, c'est même Poutine qui a raison. Donc, merci à vous, Corinne Berthelot. Désolée de vous interrompre, mais pour respecter effectivement le temps de parole de chacun, donc pour Écologie au Centre. Et maintenant, à vous, René Pilato, donc pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors, on entend beaucoup de constats, mais pas de propositions réelles. On n'arrête pas d'en faire, nous, à la NUPES. On veut une meilleure répartition des richesses. Pourquoi on dit ça ? Les 500 fortunes de France se sont partagées 300 milliards en 2021. Qui en parle ? Personne. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. On a tous constaté qu'on a moins de reste à vivre. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose un SMIC à 1 500 € net. On propose effectivement de bloquer les prix à la baisse et non pas des chèques cadeaux ou de la baisse de la TVA, parce que les sociétés privées feront toujours autant de bénéfices. On propose effectivement de bloquer les prix de première nécessité, des produits de première nécessité, pour que ce reste à vivre soit plus important. On propose d'intégrer les mutuelles à la sécurité sociale, vous en parliez, pour qu'effectivement tous les soins prescrits soient remboursés à 100%, et on ne gaffe pas les actionnaires d'assurance privée. Je pourrais vous faire une liste. Les propositions, où sont les propositions ? Où est un programme cohérent ? Alors on nous dit c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Notre programme, il a été validé par 160 économistes sur les critères de la Banque de France. Ils ont fait tourner nos propositions avec les critères de la Banque de France, et ça marche. Donc on peut nous dire c'est pas réaliste, on peut nous dire tout ce qu'on veut, vous n'avez pas de proposition concrète. On a un programme cohérent, on vous le propose, alors on peut être pour ou contre, d'accord, mais en tout cas, on a quelque chose qui va toucher le quotidien des Français, qui va leur donner du pouvoir d'achat et plus de reste à vivre. On va améliorer leur quotidien, on va aller chercher l'argent
là où il est. Alors on me dit, mais les riches vont s'en aller. Ben non, parce qu'on fait l'impôt universel, comme aux États-Unis. Tu es français, tu payes les impôts par rapport à ce que tu aurais payé en France, etc., etc. Donc, le 12 juin, vous pouvez mettre un bulletin de vote René Pilato, vous allez le reconnaître avec le V, qui est notre symbole, et vous allez voter pour un programme cohérent, chiffré, réaliste, et je vous invite vraiment à y réfléchir, à le lire. Il est sur le site NUPES 2022, et vous allez chercher le programme, vous regardez ce qu'on vous propose, et vous pourrez vous faire une idée beaucoup plus précise des 650 mesures que je m'engage à porter à l'Assemblée nationale. Merci à vous, René Pilato, donc Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alice Clergeau, donc votre regard, votre approche effectivement par rapport à des thématiques nationales, donc pour l'UDI, les Républicains, les centristes. Ce que je vois tous les jours sur le terrain et à chaque fois que je rencontre des Charentais, c'est que notre société est malade. On a parlé de la santé, mais elle est malade aussi parce qu'elle est sans repère, parce qu'elle s'individualise et parce qu'il y a un échec total de l'école et de l'éducation. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec François-Xavier Bellamy, qui est venu me soutenir il y a quelques jours. Aujourd'hui, il y a 15% des élèves en 6e qui savent ni lire, ni écrire, ni compter correctement. On est les derniers en Europe en maths, alors qu'on a pourtant des chercheurs incroyables. J'aimerais comprendre pourquoi on est dans cette situation. Je pense que l'enjeu est de se recentrer sur nos savoir-faire fondamentaux, que l'école arrête d'apprendre un peu de tout et un peu de rien. Il faut donner la possibilité aux enfants de grandir, de s'émanciper, une vraie école du mérite qui permet de cadrer tout le monde et de donner un cadre. Parce qu'on parle beaucoup d'insécurité, et l'insécurité c'est une réalité, mais l'insécurité, je l'ai vu aussi au sein de l'école. J'ai travaillé à l'Éducation nationale au ministère, j'ai vu les chiffres de l'insécurité dans l'école et c'est une réalité croissante qu'il faut vraiment battre par un cadre et une certaine forme d'autorité qui permettra à chacun de grandir avec une réelle liberté et une pensée, une capacité de poser ses choix. Et c'est ce que disait Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Et je pense que ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, je suis très surprise qu'on ne parle pas d'environnement, ou très peu. L'environnement, c'est un vrai sujet. En tout cas, moi, j'ai au moins 60 ans devant moi d'espérance de vie. Et je peux vous dire que je suis quand même très préoccupée par cette question. Et l'environnement, c'est à la fois très localement que ça peut gérer avec les circuits courts, avec le travail de nos agriculteurs qu'il faut rémunérer correctement. Il faut réunir notre territoire. On a une grande diversité de notre territoire. Il faut absolument se retrouver, recréer du lien entre les habitants de notre territoire. Et puis aussi, au-delà de tout ça, il faut réindustrialiser. On a des savoir-faire incroyables qu'il faut valoriser. Il faut créer de l'emploi et comme ça crée du travail. Tout se mêle parce que l'environnement n'est pas un sujet partisan. C'est un sujet qui s'étend dans toutes les thématiques et tous les enjeux de notre société. Et ça va mener vers le travail, ça va mener vers le pouvoir d'achat et ça peut avoir des externalités qui ne seront que positives. Et puis le 12 juin, je pense qu'il vaut mieux voter pour Alice Clergeau pour une droite solide. Merci à vous, Alice Clergeau, donc pour l'UDI, les Républicains et les centristes. Et dernier à prendre la parole sur cette dernière partie, cette quatrième partie, Jean-François Doré d'Hiver Gauche. Merci. Là encore, le local, le national, bien sûr que tout est lié. Le pouvoir d'achat, il va aussi dépendre de notre économie. Et les nouvelles ne sont pas très très bonnes actuellement. On peut mettre en place tous les bons plans pour récupérer les centaines de milliards. À un moment donné, il y a effectivement une confrontation avec la réalité. Il faut aller chercher de l'argent là effectivement où il y a évasion fiscale. Là où il y a des profits absolument scandaleux sur ce que j'appelle la négociation ou le fait qu'on essaye de gagner de l'argent sur des stocks artificiels, notamment sur le papier carton actuellement. Et ça, il faut le taxer. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut qu'on revoie notre système d'éducation aujourd'hui, parce qu'on a vraiment un gros souci, puisque uniquement 67% des classes d'âge en âge de travailler aujourd'hui cotisent à nos systèmes de retraite. Et ça, c'est un vrai problème. Dans les pays nordiques, on est à 80-90%. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous éclate à la figure, comme nous éclate à la figure l'injustice de nos retraites et du niveau des petites retraites. Mais tant qu'on n'aura pas réglé le financement par la cotisation de nos retraites, on n'arrivera à rien. Savez-vous que dans ce pays, les femmes en moyenne touchent
36% de moins sur leur pension de retraite que les hommes. Elles touchent déjà moins que pour les hommes pendant leur carrière, mais parce qu'elles ont été enceintes, parce qu'elles ont eu des ruptures de carrière, eh bien, au niveau de la retraite, elles sont pénalisées. Moi, je pense à un monde où on va refonder cette relation avec le travail, mettre les jeunes au niveau du travail et fabriquer le monde dont ils rêvent. Un monde dont ils rêvent, c'est le monde de la transition écologique. C'est le monde des défis de demain, des défis en matière de sobriété. Seule la technologie et nos comportements pourront atteindre un monde où nous utiliserons moins et pillerons moins cette planète sur ses ressources finies. Voilà donc ce que je propose moi pour le 12 juin. Je suis désolé, je suis le dernier à parler. Donc je pense que plutôt il faudra voter Jean-François Doré le 12 juin pour ce premier tour des élections législatives 2022. Merci à vous, Jean-François Doré, donc d'Hiver Gauche. Alors, en fait, vous ne serez pas tout à fait le dernier à parler. Enfin, si, vous serez le dernier à parler tout à l'heure. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on a encore quelques minutes devant nous. C'est simplement de vous laisser à chacun une parole libre de 30 secondes. Vous pouvez exprimer ou peut-être quelque chose que vous n'avez pas terminé tout à l'heure. Mais donc, 30 secondes chacun pour terminer véritablement cette émission consacrée à la première circonscription de Charente. Et on commence une fois de plus par vous, Anna Martinez. Donc, 30 secondes. D'accord. Je voulais demander, effectivement, le numerus clausus a été supprimé, qui a été donc remplacé par le numerus partus en 2021. Monsieur Meunier peut peut-être m'expliquer la différence, parce qu'on ne voit absolument aucune différence quant au sujet des médecins qui viennent dans les hôpitaux ou s'installer en ville. Alors, c'est pas forcément, effectivement, là, l'occasion de cette émission est véritablement de débat où si Thomas Meunier, dans ces 30 secondes, voudra apporter cette réponse, il pourra vous l'apporter. Merci à vous, Anna Martinez, donc, pour le Rassemblement national. Tout de suite, donc, Olivier Nicolas, 30 secondes pour Lutte ouvrière, pour terminer. Oui, donc moi aussi, j'appelle à voter pour ma candidature, pour Olivier Nicolas. Alors, je ne vais pas discuter comme si j'allais être élu député. Non, ce n'est pas le cas. Mais il faut montrer que dans ce pays, il existe un courant de gens qui ne se résignent pas, justement, à voir leur situation se dégrader, alors qu'une poignée de milliardaires accumulent des fortunes. Il faut montrer notamment, là, il y a une attaque qui est d'ores et déjà annoncée, c'est celle contre les retraites. Il y a une réforme des retraites. On va nous faire partir au moins à plus de 65 ans. Il faut montrer qu'il y a des gens qui se préparent d'ores et déjà à riposter à cette attaque-là. Merci à vous, Olivier Nicolas, donc pour Lutte ouvrière. Dominique Delorgeril, Reconquête, quelques mots donc pour terminer. Alors juste quelques mots pour rappeler effectivement notre engagement avec Reconquête, mais aussi via le mouvement conservateur. Pour ce qui me concerne, le soutien tacite aussi de Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Je pense qu'effectivement cette volonté d'unir cette droite et des patriotes est absolument essentiel pour la reconstruction de notre pays, pour essayer qu'il aille mieux. On sait bien qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de voir les choses évoluer, tout le monde l'a dit d'ailleurs, et je pense que de pouvoir s'appuyer sur des personnes engagées de conviction pour la vie et pour l'espérance et pour la joie, ça a été dit, c'est important. Merci Dominique Delorgeril pour Reconquête. Maintenant Thomas Meunier pour Ensemble Majorité Présidentielle, 30 secondes qui vous sont accordées. De 8 000 à 10 900 étudiants en médecine par an, Madame Martinez, et simplement vous dire que j'ai l'honneur de vous représenter depuis 5 ans à l'Assemblée nationale, que j'ai l'envie, l'enthousiasme, l'énergie de continuer à vous représenter au quotidien, en Charente, à l'Assemblée nationale, et d'être un député qui vous représente, qui vous ressemble et qui trouve des solutions. Être un député des solutions. Donc je vous engage à voter Meunier et à donner une majorité au président de la République ce 12 juin 2022. Merci Thomas Meunier donc pour Ensemble Majorité Présidentielle, Corinne Berthelot donc pour Écologie au Centre. Si vous avez 30 secondes où vous exprimez ce que vous souhaitez. Alors. Ce que je souhaite, c'est... Quoi, j'y vais? Les comptez pas, là. Allez-y, donc une idée ou quelque chose que vous voulez partager encore justement par rapport à votre candidature aux législatives. Oh là là. Alors... déjà, je suis anticonventionnelle, on l'aura compris. Et moi, j'ai envie d'appeler tous ceux qui votent plus, tous ceux qui sont écœurés par ce monde, tous ceux... Et effectivement, je trouve que c'est utile, les gens qui votent pas, quoi, parce que, bon, on les met en fraude. Bon, plein de gens qui croient ça. Donc, moi, j'appelle les désespérés, les rêveurs...
tous ceux qui... Excusez-moi. Votez, laissez pas un blanc, laissez pas une abstention, quoi. Voilà. Et puis le monde, il se construit, on le sait. Merci à vous, Corinne Berthelot. Je suis désolée, 30 secondes, c'est très très court. Donc Corinne Berthelot pour Écologie au Centre. René Pilato, donc c'est 30 secondes pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Alors effectivement, j'aimerais rappeler la cohérence de notre programme, à savoir la bifurcation écologique qui va, via la recherche, créer de nouveaux emplois, une meilleure répartition des richesses, on l'a déjà dit. Il va y avoir aussi pour nous la gouvernance. On veut associer davantage les citoyens à la décision. Quand on parle de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, c'est la seule voie pour la survie de l'humanité. Merci René Pilato, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Alice Clergeau, c'est à vous pour l'UDI, les Républicains, les Centristes. Écoutez, à 23 ans, je fais partie d'une génération qui ne se résigne pas et qui n'a pas peur de s'engager pour son pays et pour les personnes qui lui font confiance. Ma droite, elle est solidaire, elle est affirmée, elle est engagée. C'est de la droite de la sécurité, du travail et de la dignité humaine. Et je tenais aussi à en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette campagne et toutes les personnes que j'ai rencontrées. Vous êtes vraiment porteurs de joie et je pense qu'on peut être porteur d'espérance. Je ne change pas de maillot quand la bataille est difficile parce que je pense sincèrement que la fidélité et la grandeur de l'homme, et c'est ce que j'ai voulu faire à travers toute cette campagne durant mon engagement politique depuis des années. Merci Alice Clergeau pour l'UDI, les Républicains, les Centristes et Jean-François Doré, donc à vous, donc Jean-François Doré, d'Hiver Gauche pour ces 30 dernières secondes. 30 secondes, c'est très court. Donc, je serai le candidat qui ne s'inscrit pas dans les logiques d'Emmanuel Macron, qui est le candidat des plus riches, effectivement des grandes entreprises internationales, de la financiarisation de l'économie. Je ne suis pas également rattaché à Jean-Luc Mélenchon, qui confond un petit peu toutes ces entreprises financiarisées et les entreprises du local, qui, elles, ne sont pas du tout dans cette thématique-là. Moi, je vais être le candidat du local, de l'économie locale, des emplois locaux. Merci à vous, Jean-François Doré, donc d'Hiver Gauche. Alors, cette première émission spéciale élection législative centrée donc sur cette première circonscription de Charentale s'achève. Merci bien sûr à tous les candidats, aux 8 candidats d'avoir répondu présent, d'avoir été là. Merci de vos réponses. Et puis, suite de cette série d'émissions, demain, bien sûr, à la même heure, à 11h, sur l'antenne de RCF Charente, sur Télé 16 et la 16. Et demain, donc, les candidats de la deuxième circonscription s'exprimeront avant ceux de la troisième jeudi. Merci encore à vous.